Bonjour, donc le but de cette vidéo, c'est de faire un bilan de ce qui s'est passé autour de l'amendement sur l'impôt universel, de vous donner des sources, de vous inciter à la vigilance. On va voir qu'on va balayer pas mal de médias, pas mal de réseaux sociaux, pas mal de youtubeurs, Twitter, etc. Donc je pense que c'est vraiment un exercice indispensable pour la suite. Donc je vous rappelle que l'amendement sur l'impôt universel, 1978, a été rejeté le mercredi 23 octobre 2024. Personnellement, je pense que vu la configuration politique qui a rejeté le texte, il y a pratiquement zéro chance pour qu'il soit adopté avec ce budget. Et donc à moins d'un changement de gouvernement, mais encore une fois, la gauche, le NFP est tellement... En fait, ce sont des gens qui sont minoritaires par rapport au bloc de droite. Et donc, ils ont vraiment très peu de chances de faire passer ça, à moins qu'ils gagnent les élections dans 8 mois, d'éventuelles élections législatives. Bon, voilà, ça reste encore... tout ça, ça reste encore bien flou. Mais vous allez voir que c'est vraiment une vidéo qui est indispensable en fait, parce que vous devez nécessairement vous tenir au courant. Je vais vous expliquer pourquoi. Mais avant, je voudrais quand même faire un petit exposé pour vous expliquer un peu ce qui s'est passé autour de cet amendement, à mon avis. Cet amendement, il n'est pas nouveau en fait, hein. Cet amendement, j'en avais déjà parlé sur ma chaîne YouTube. Impôt sur les expatriés, réponse aux commentaires. Voilà, en fait, on en avait discuté il y a 2 mois, donc c'était le début août, hein, au début août 2024, à partir du moment où la personne candidate envisagée au poste de Premier ministre pour le NFP a sorti cette idée dans une interview, en expliquant voilà, exactement la même chose qu'il y avait dans l'amendement qui vient de paraître. D'ailleurs, accessoirement, moi, quelque chose qui m'a quand même beaucoup surpris, parce que la personne en question me paraît assez intelligente, voilà, même si ses décisions politiques sont pas de mon goût, on va dire. Et je comprends pas qu'on l'ait pas fait participer à la rédaction de cet amendement. Mais je pense que, voilà, à partir du moment où la personne s'était prononcée sur quelque chose comme les Américains, ont tombé vraiment dans l'impôt universel tel qu'il a été proposé par l'amendement. Donc ça, c'est le premier point. Euh, c'est le premier point sur le sujet, et je dois dire que à l'époque, il n'y a vraiment pas eu beaucoup de bruit qui a été fait sur le sujet. Pour moi, la raison principale, c'est que les gens ont eu peur. C'est-à-dire, ils ont eu peur de parler de ce projet de loi, euh, parce que malheureusement, l'État français, en fait, c'est pas vraiment l'État en tant que tel, l'État français, mais c'est plutôt les gens en fait qui sont à l'intérieur de l'État français, se comportent exactement comme Saturne dévorant ses fils. Alors, je vous affiche pas le tableau de Goya, hein, mais je pense que c'est philosophiquement, c'est quand même un sujet qui est assez intéressant. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre une chose. Pour moi, personnellement, de ma vision de l'économie française depuis plusieurs dizaines d'années, je vois bien quelque part que on a, c'est pas vraiment une élite, c'est plutôt une oligarchie ou quelque chose comme ça qui est complètement euh, détruit en fait toute possibilité d'innovation, toute possibilité de s'en sortir. C'est pour ça que les gens qui sont des créateurs sont obligés de partir, parce qu'à un moment donné, ils s'aperçoivent qu'en France, ils n'arrivent pas à faire des choses. Dire, c'est pas c'est pas quelque chose de nouveau. Je veux dire, les startups, les gens vont les développer aux États-Unis ou ailleurs, mais sûrement pas en France, parce que depuis des dizaines d'années, en fait, c'est pas possible. Il y a tout un tas de réglementations, tout un tas de boulets. C'est même pas une question fiscale. C'est ça qui est le pire. C'est-à-dire que les gens disent oui, on paye trop d'impôts. Mais il y a des pays dans lesquels les gens payent plus d'impôts et où c'est beaucoup plus facile, en fait, de faire du business. Donc, et il y a tout un fardeau administratif qui est malheureusement culturel,
et qui date probablement même d'avant la Révolution française de 1789. Donc voilà, on en est là. Et d'ailleurs, à propos de de la Révolution, je vous signale quand même que on a quand même raté la Révolution industrielle. Ce sont les Anglais qui, les premiers, ont développé la Révolution industrielle, parce que déjà, dès à l'époque, en fait, les, tout l'aspect en fait d'innovation et toutes ces choses-là, finalement, l'État français a toujours eu beaucoup de mal avec ça. Alors, c'est pas l'État français en tant que tel, mais c'est des gens qui détiennent du pouvoir et qui ne veulent pas que d'autres puissent réussir. C'est un mélange d'envie, de jalousie, de garder la place au soleil, et malheureusement, c'est comme ça. Donc, c'est pour ça que philosophiquement, je pense que c'est un tableau intéressant. Euh, et c'est pour ça qu'on est dans cette situation-là. Il faut bien comprendre que à l'heure actuelle, on parle de budget, d'économie, de choses comme ça. La France continuera à s'enfoncer tant qu'on restera sur ce modèle-là. Et je ne suis pas persuadé qu'on puisse le changer un jour, puisque ça fait des siècles en fait que ça existe. Malheureusement, ça a fait la force de la France à une époque, hein, clairement. Mais ce n'est plus le cas du tout. Maintenant, euh, avec la on parle de mondialisation, c'est pas tout à fait exact en fait. C'est vrai que c'est un mouvement qui est arrivé avec la mondialisation, mais c'est aussi le développement de tout un tas de pays qui deviennent nos concurrents finalement, et tout un tas de pays développés. Bon, je vais pas aller trop là-dessus, mais bon. Je pense qu'à l'époque, en fait, il y a début août, les gens ont eu peur de faire des vidéos sur le sujet, de trop en parler, de trop s'exposer sur le sujet, qui était un sujet un peu touchy. On disait les expatriés, les exilés fiscaux, et tout ça. Donc les gens, je pense, ont eu peur d'être catalogués dans cette catégorie. Et donc, voilà. Donc je pense qu'en fait, c'est ce qui s'est passé au départ. Hein. C'est ce qui s'est passé au départ. Et puis finalement, je pense que le débat s'est installé au fur et à mesure. Il y a eu le fameux amendement qui est arrivé. Et à partir de ce moment-là, peut-être il y a eu plus de choses qui ont été faites sur les réseaux sociaux. Donc sans attendre, on va parler un peu de l'information qu'il y a eu pendant toute cette période. Sur ce sujet spécifiquement de l'impôt universel, hein, qui au départ avait été présenté comme une exit tax. Hein. Je vous rappelle les mots d'il y a 2 mois de la personne qui avait été supposément Premier ministre du NFP, avait dit que finalement on avait mal interprété ses propos, c'était une exit tax. Non, non, ses propos n'ont pas du tout été mal interprétés à l'époque. La personne voulait absolument parler de cet impôt universel. Dans les termes qu'elle avait utilisés, c'est pas possible autrement. D'ailleurs, il y a un autre amendement sur l'exit tax qui est passé, dont je ne parlerai pas parce que c'est pas l'objet de cette vidéo. L'objet, c'est vraiment de me focaliser sur l'impôt universel contre les expatriés, contre les Français de l'étranger. Donc, le bilan, c'est que vous avez des médias. Là, par exemple, vous avez Le Parisien. Le Parisien qui a fait des petits filets sur le sujet, mais finalement, quand on regarde un article comme ça, on n'en parle pas. Alors, c'est fait avec l'AFP, hein, l'agence France Presse. Ils reprennent une dépêche de l'agence France Presse, mais on peut pas dire qu'ils en parlent beaucoup. Ça fait pas du tout les gros titres des journaux. Je veux dire, ça impacte beaucoup les expatriés, les Français d'étrangers, mais par contre, il n'y a rien ou pas grand-chose dans la presse nationale. Pareil, si vous regardez le Figaro, hein, qui pourtant est un journal entre guillemets plutôt de droite, hein, on n'en parle pas beaucoup non plus. Enfin, je veux dire, voilà, c'est pas vraiment leur sujet. Si on prend le monde, on s'aperçoit aussi, il y a tout un tas d'informations, mais ils en parlent pas vraiment non plus. Donc, quelque part, c'est vraiment, vraiment problématique.
on a vraiment un problème, nous Français de l'étranger, par rapport aux journaux, aux grands quotidiens nationaux, on va dire. Bon, j'en ai pas fait plus, je voulais juste donner un exemple. Donc ça doit nous interpeller. Ça doit nous interpeller. C'est quelque chose c'est une information qu'il va falloir aller chercher. Si jamais l'occasion se représente, à ce moment-là, il faut vraiment avoir une attitude proactive. C'est pour ça en fait que cette vidéo est là. Donc vous avez le petit journal qui en a parlé un peu, Donc c'était à l'occasion du candidat pour le NFP de Premier ministre. Voilà, ils en ont parlé un peu. Le débat récent qu'il y a eu sur l'Assemblée nationale sur le dernier amendement, tout ça, je trouve ils en ont pas parlé énormément. Voilà, c'est un peu dommage. Bon, maintenant, ensuite, ils ont une ligne éditoriale, voilà. Mais bon, ça peut faire partie de vos sources d'information. Voilà, un journal qui en a beaucoup parlé, c'est lesfrançais.press. Donc là, imposition à la nationalité française, possible ou chimère. Il y a eu plusieurs articles sur le sujet. Donc voilà, c'est nécessairement, je pense, un site web à garder sous le coude, un peu comme le petit journal. Et c'est intéressant. Donc voilà ce que j'ai pu voir, disons, je dirais mes sources d'information avec ce qu'il y a sur le site de l'Assemblée nationale. Je vous rappelle, voilà, si vous voulez retrouver des choses sur le sujet, en fait, il faut taper les guillemets, ça c'est important. Vous tapez impôt universel, voilà, comme ça, guillemets. Je ne vais pas le faire, et puis vous cliquez sur recherche, sur lancer la recherche ici, et voilà, ensuite ça va vous retrouver l'amendement qui va bien. Donc ça c'est important de bien se tenir au courant. Alors maintenant on va passer aux youtubeurs. Donc il y a un certain nombre de youtubeurs qui ont parlé de ce sujet, et en particulier vous avez la chaîne qui s'appelle Objectif Renta, qui a fait plusieurs vidéos sur le sujet. Donc je vais parler que des chaînes de gens qui sont expatriés et donc nécessairement qui connaissent et qui sont sensibles au sujet. Donc c'est évidemment des chaînes que il faut suivre. À propos des chaînes et des comptes Twitter que je vais vous présenter, que quelque chose soit bien clair. Je ne suis pas nécessairement de l'avis de tous ces gens-là. D'ailleurs, ils ont tous des avis qui peuvent être différents. Je ne suis pas donc nécessairement d'accord avec eux au niveau politique, je ne suis pas nécessairement d'accord au niveau même de leur contenu qu'ils publient tous les jours, mais je pense qu'à partir du moment où ils abordent le sujet, ce sont des gens qui sont intéressants à suivre, parce que, encore une fois, l'information, vous la trouverez auprès des réseaux sociaux et difficilement auprès des médias nationaux mainstream, ce qui est vraiment le problème. Donc voilà, par exemple, vous avez quels pays sont concernés par l'impôt sur la nationalité française, voilà. Donc la chaîne Objectif Renta. Vous avez aussi la chaîne de Marc Guillon, j'espère que je prononce bien, ou Guillon, projet de loi 2025, impôt universel adopté. Donc c'est pas une erreur, c'est juste que c'est ce qui avait été adopté en commission le mercredi 16 octobre 2024. Sur cette chaîne, il a publié en fait plusieurs vidéos sur le sujet, et je pense que c'est des vidéos qui sont nécessairement intéressantes. Voilà. Vous avez donc aussi la chaîne Vie Internationale, nouvel impôt sur la nationalité française pour les expatriés, ce que l'on ne vous dit pas. Donc voilà, c'est aussi quelqu'un qui est expatrié et qui parle sur le sujet. Donc voilà, c'est nécessairement des chaînes qui sont intéressantes à suivre. Ensuite, vous avez le Twitter. Donc
Twitter aussi, vous avez des informations qui sont très réactives. C'est vraiment intéressant, on va dire. Et vous avez un compte qui s'appelle donc Nicolas NB4LD et qui a parlé sur ce sujet. Bon, c'est quelqu'un qui est relativement suivi, hein, parce que vous voyez sur les stats en fait de ce compte Twitter, hein. Il y a beaucoup de réponses, il y a beaucoup d'interactions, donc j'imagine que c'est quelqu'un qui est très connu, assez suivi. Je suis pas un fan de Twitter, donc voilà. Mais c'est intéressant quand même de coller à ça pour si jamais cet amendement devait repasser. Il faut bien comprendre que là, par exemple, sur le projet de loi, en fait, il y a à peu près 3000 amendements, je crois, qui ont été déposés. Donc, c'est un peu noyé dans la masse. C'est pour ça que c'est important d'avoir un œil vigilant sur le sujet. Alors, on a aussi le compte de Mathilde Olivier. Alors, c'est un compte politique, hein, c'est un compte écologiste et qui est un compte visiblement qui est aussi assez regardé. Et comme elle fait partie bien, des Français de l'étranger, et je crois qu'elle est sénatrice des Français de l'étranger, il me semble, bien, elle est contre cet amendement. Donc voilà, quelque part, il faut bien comprendre une chose, hein, c'est au niveau politique, vous avez clairement une différence fondamentale qui existe entre les représentants des Français de l'étranger et les autres députés. Malheureusement, en fait, le poids des représentants des Français de l'étranger politiques à l'Assemblée, au Sénat, il représente pas grand-chose par rapport à aux autres députés. Donc ils sont un peu noyés dans la masse. Et donc il manque un peu de visibilité, c'est aussi ça le problème. Donc je sais pas, peut-être ma suggestion, ça serait que au-delà des partis politiques, les gens qui sont les représentants des Français de l'étranger, RN, LR, Modem, Renaissance, Renouveau, enfin je sais pas quoi, PS, ELV et puis LFI, etc. Tous ces gens-là essayent quelque part d'avoir un espace d'échange. Évidemment, ils ne sont pas du tout d'accord au niveau politique, disons de manière globale, mais au moins d'avoir un espace d'échange en commun pour ce qui concerne les problématiques des Français de l'étranger, pour que on retombe pas dans une cacophonie pareille à chaque fois qu'il y a un projet qui va toucher les Français de l'étranger. Donc voilà, ça c'est un point. On a aussi donc Stéphane Vojeta, j'espère aussi que je prononce bien, qui a fait un discours à l'Assemblée nationale sur la partie contre l'impôt universel, hein. Donc voilà, c'est un compte à suivre, hein. Vous avez Marie-Ange Rousselot aussi, qui s'est impliquée contre ce texte-là. Encore une fois, ce sont des gens qui sont des Français de l'étranger, enfin je crois. Vous avez comme compte Twitter, donc c'est un peu différent, mais vous avez TVL officiel, le compte TVL officiel, avec Philippe Béchade, qui est un économiste, et donc qui a parlé aussi le 21 octobre, donc voilà, ça fait déjà quelques temps, de cet impôt universel, et voilà, donc ça fait partie des sources d'information. Vous avez alors un autre personnel politique, hein, Hélène Conway-Mouret, donc voilà, j'espère que je prononce bien. La particularité de cette personne, c'est qu'elle est au Parti Socialiste, hein, elle est au Parti Socialiste, voilà, sénatrice PS des Français de l'étranger. Donc on voit bien que finalement c'est très transpartisan, hein, pourquoi c'est très transpartisan en fait cette histoire? Parce que les gens qui sont les Français de l'étranger, leurs représentants, on va dire,
ils ont quand même la particularité d'avoir plus ou moins vécu longtemps en fait en expatriation, parce que on dit certains personnels politiques, en particulier la personne qui était désignée comme Premier ministre du NFP, a vécu à l'étranger. Oui, c'est bien, seulement il y a une différence entre faire un stage à l'étranger et y aller en vacances quelques mois. Enfin, je ne veux pas dire que les stagiaires sont en vacances, mais bon, voilà. Et travailler, passer des années dans des pays étrangers où on comprend beaucoup mieux toutes les problématiques, et donc on comprend nécessairement que les expatriés, c'est pas tous des exilés fiscaux, et que 99,9% sont pas du tout des expatriés fiscaux. Et donc, bon, ils comprennent un peu tout ça. Ils comprennent les frais, ils comprennent... bon, voilà. Et donc, c'est assez transpartisan, en fait, sur ce genre de choses. Et je pense vraiment il devrait y avoir un échange sur ces sujets-là, quoi. Pourquoi pas, d'ailleurs, au-delà des gens qui ont été finalement élus, mais peut-être aussi des gens qui ont été candidats, je veux dire, pour donner peut-être plus de poids. Je veux dire, dans chaque circonscription des Français d'étrangers, vous avez donc des gens qui sont élus, puis vous avez les candidats de chaque parti. Donc peut-être ça serait bien qu'il y ait un espace d'échange entre tous les candidats, de manière à ce que ce soit quand même plus représentatif que ça l'est actuellement, de manière à quand même avoir une caisse de résonance sur ce que vivent vraiment les Français de l'étranger. Parce que j'ai l'impression que les Français de métropole, il y en a beaucoup qui se sont arrêtés aux 2 ou 3 Français d'étranger sur 2 ou 3 millions qui s'exposent avec de belles nanas, de belles voitures, beaucoup d'argent, des bouteilles de champagne. Tant mieux pour eux, hein. Moi je suis pour eux, je veux dire, ils ont réussi, j'en suis très content et je trouve que c'est génial, hein. Mais voilà, c'est pas la réalité des Français de l'étranger. Le journal du coin. Le journal du coin qui a ressorti aussi pas mal d'informations, hein, et à temps, si j'ose dire. Donc c'est aussi un compte Twitter qui est intéressant de suivre pour ce sujet, hein. Donc avec ça, en fait, vous avez, je pense, un éventail assez intéressant. Si vous voulez, pour moi, l'histoire, elle n'est pas terminée. L'histoire, elle n'est pas terminée. Quand on voit un amendement qui est ni fait ni à faire, maintenant, je pense que de la vie de tout le monde, ce truc-là, il est vraiment ni fait ni à faire, a été adopté en commission, ce qui est quand même déjà grave en soi. Il a été ensuite représenté à l'Assemblée. Heureusement, il n'est pas passé à l'Assemblée. Mais quelque part, c'est un dogme, hein. C'est un truc qui est installé en dogme. Euh, le risque, c'est qu'on en reparle dans 8 mois après les élections, d'éventuelles élections législatives, qu'on en reparle dans 2 ans après d'autres éventuelles élections législatives, et puis qu'on en parle peut-être dans 3 ans suite à une élection présidentielle. Je veux dire, quelque part, on en est là. Et donc, c'est important. On le voit, hein, les amendements, il y en a eu beaucoup, hein, je répète, il y en a eu à peu près 3000, je crois. Les médias classiques s'en font pas beaucoup l'écho. C'est vraiment un problème. Et donc, il faut nécessairement en fait qu'il y ait une espèce de veille qui soit faite sur le sujet. Et encore une fois, quand on voit la position des représentants des Français d'étrangers sur le sujet, elle est quand même relativement unanime. D'ailleurs, on voit bien, hein, quand vous regardez le résultat, par exemple, vous voyez socialiste plus écologiste, vous voyez, il y a trois petits points rouges, en fait. Ça veut dire il y a 3 députés qui ont voté contre le texte, chez eux, au NFP même, hein. Alors c'est quand même terrible de voir que les collègues de ces gens-là ont pas voté, en fait,
n'ont pas écouté leurs collègues. C'est-à-dire que vous avez, si vous voulez, des députés qui sont français de l'étranger, qui comprennent les problématiques des Français de l'étranger. J'ose espérer qu'ils ont expliqué à leurs collègues députés quelle était la situation des Français de l'étranger, et malgré ça, ces gens-là ont quand même voté pour cet amendement délirant. Donc, c'est pour ça qu'il y a vraiment une problématique, et je pense que c'est vraiment nécessaire qu'il y ait une caisse de résonance pour les Français de l'étranger, parce que finalement, il y a tout un tas de sujets qui sont des sujets transpartisans, hein. Je veux dire, des Français de l'étranger, vous en retrouvez nécessairement dans tous les partis, hein. Mais je veux dire, voilà, vous avez des sujets sur lesquels tout le monde est d'accord. Tout le monde est d'accord, et sur ces sujets-là, on est incompris par les Français de métropole. Je veux dire, il ne faut pas se faire d'illusions. C'est tellement facile de présenter les Français expatriés comme étant des boucs émissaires que nécessairement vous avez des partis ou des hommes politiques qui s'en servent sans vergogne comme des boucs émissaires. Et donc c'est vraiment ça le problème. Donc voilà un peu où ça en est. Voilà le bilan en fait sur ce texte. Et je pense qu'il faut être vigilant sur le sujet. Voilà. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée.